Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Soyez les bienvenus sur le repère des motards. C'était ces croisés des nouvelles versions des Zero DSR et SR. DSR à ma droite, SR à ma gauche, Roadster contre Trail. Alors qu'est-ce qu'ils ont de nouveau ces versions? C'est justement ce qui va faire le piment de l'essai, c'est que ce sont des versions compatibles avec le permis A2. Alors pour être compatible avec ce permis A2, il faut faire moins de 35 kW une fois bridé et moins de 70 kW une fois débridé. Ce qui a impliqué notamment de la part de Zero de brider de manière différente sa DSR X qui elle fait 71 kW au lieu d'en faire 70. Donc on a une autre version de ce moteur avec une autre batterie, une batterie un peu moins puissante qui est une batterie lithium de 15,6 kWh. La même base sur les deux motos, quasiment la même architecture, un cadre légèrement différent sur la moto, mais le même principe. Et pourtant, on arrive à deux effets et deux motos totalement différentes. Qu'est-ce qui va changer? Déjà, on a sur le trail une position de conduite qui va être largement plus dominante avec un équipement différent qui va justifier un tarif plus élevé. Les pare-mains sont d'origine, la bulle réglable en hauteur est d'origine également, le petit porte-paquet à l'arrière, les poignées passagers, elle est plus cossue cette DSR. Là, on a vraiment l'expression ultime, on va dire, du roadster naked, voire du roadster sportif. Le moteur électrique, il permet d'obtenir des effets qu'on n'imaginait pas avoir sur ce genre de moto, tout simplement du fait que l'on mesure la puissance en linéaire, c'est-à-dire sur un effort continu qui dure 30 minutes. Ça veut dire que ces motos, officiellement, sont bridées à 33 kW. Pourtant, dans un cadre d'une conduite normale, elles feront dans les 70 kW. Et ça, c'est vraiment sensible. Et c'est ce qui va faire le piment et le sel de ces modèles et vraiment tout leur intérêt, notamment pour les jeunes et les nouveaux permis. Ça s'accompagne d'assistance à la fois au freinage, avec un ABS bien entendu qui est obligatoire pour les normes, mais on a aussi un anti-patinage. Alors c'est des modèles assez basiques, mais c'est fourni quand même par Bosch, et cette électronique-là, elle va permettre de seconder tout ce qui va être exploitation électrique et électronique de la motorisation et de la batterie. Au niveau de l'équipement, on est relativement similaire, avec une dalle TFT de belle taille, avec également la possibilité de la connecter à un téléphone portable via une connexion Bluetooth. Cette moto, eh bien, elle a de base 5 modes de conduite qu'on va vous détailler lors de notre roulage. Et puis tous ces modes-là, eh bien, ils ont la possibilité d'être customisés un petit peu plus finement à travers un mode personnel que l'on va pouvoir débrider lorsque l'on est connecté. La gestion électronique, eh bien, elle va nous permettre aussi d'avoir une autonomie, de connaître les performances de la moto. Officiellement, ça nous annonce avec une batterie chargée à 110%, ce qui est une option de pouvoir dépasser le seuil de 100% de batterie. Ça nous permet d'avoir officiellement dans les 250-230 km d'autonomie. Alors il nous tarde vraiment de les essayer, d'aller voir ce que ça donne, parce que déjà ce sont des motos relativement lourdes, mais par contre pour du A2, c'est quand même super intéressant de pouvoir avoir en crête des performances dignes d'une moto full power. On va faire un tour et on vous donne notre conclusion. Alors les démarrages de la SR, ils ne sont pas excessifs. On a quelque chose qui est quand même bien contrôlé, avec une puissance qui arrive assez doucement, jusqu'à 30-40 km/h. Par contre après, ça monte véritablement en flèche et ça devient particulièrement surprenant pour une moto qui est censée être bridé à 2 et c'est parti. Donc là on sent qu'à vraiment à partir de 60-70 km/h c'est là que ça pousse le plus fort. Entre les deux on a une belle primo-accélération, mais avec quelque chose qui n'est pas fait pour surprendre, et surtout il va y avoir aussi un anti-patinage qui est activé sur la moto. Et lui, sa fonction, ça va être de permettre de passer la puissance sans avoir de risque de faire déraper la roue arrière. Maintenant, il faut voir qu'elle a des pneus sportifs signés par Pirelli. C'est aussi
un bon moyen de s'assurer que la puissance comme le couple vont passer au sol. En ville, elle est assez maniable, la SR. On a un train avant qui est plutôt directeur, assez vif. Par contre, la suspension, elle réclame un petit peu d'attention, mais la géométrie est bonne. Et il faudra peut-être éventuellement chercher les bons réglages de suspension pour avoir un peu de confort, comme notamment c'est le cas actuellement sur les pavés. La filtration, elle est pas franchement performante au niveau retour dans le guidon. La position de conduite, on est plutôt sur l'avant, mais là, je sens que le guidon, là, il a été ravancé. On peut éventuellement le ramener un petit peu vers soi, et ça, ce sera favorable pour la position de conduite. C'est pas très compliqué, hein. Il n'y a que 4 vis à défaire, on la ramène vers soi. C'est un cintre qui est assez large, ça reste très acceptable, que ce soit en ville ou sur la route. Concernant la selle, on a les jambes qui sont basses, la selle paraît basse par rapport au réservoir, ce qui fait qu'on a une position qui n'est pas forcément dominante. C'est assez paradoxal un peu avec la vocation sportive de la moto. Et c'est quand même un roadster qui est énergique, donc il est quand même assez vif dans son comportement. Et là, les quelques épingles qu'on est en train de prendre, ça démontre qu'on a un avant bien précis, bien rivé au sol et directeur. C'est appréciable. Donc la vie sur la suspension, il va être meilleur au niveau de la fourche. Ça reste assez ferme. La SR, elle a 5 modes moteurs qu'on actionne en roulant au bouton mode qui se trouve ici là. Le mode sport, alors c'est le plus performant avec le moins de récupération moteur, les meilleures accélérations. Le mode canyon, c'est l'un des plus intéressants à mon sens parce que c'est celui qui va avoir les accélérations optimales au niveau du moteur, mais qui par contre va proposer d'avoir des récupérations d'énergie supérieures. C'est celle que l'on aurait notamment sur le mode éco. Un mode éco qui est bridé aussi bien en performance qu'en accélération. Donc le mode éco, c'est peut-être celui qu'on va avoir en ville. Alors quand je dis bridé, il faut relativiser. Lorsqu'on va être en agglomération, par exemple, le mode éco, il est très très bien. Il va permettre d'avoir de belles accélérations, de bonnes sensations, mais il n'ira pas chercher les vitesses optimales. Il va brider notamment aux alentours de 120 km/h. Bon, évidemment, je vous parlais de la ville, on ne va pas rouler à 120 en ville, mais si vous avez des axes départementaux à emprunter, le mode éco, il peut encore être envisagé. Simplement, il est moins pertinent parce que son principal atout, c'est sa régénération. Alors que le mode canyon, il va avoir l'avantage du mode sport et en même temps la récupération du mode éco. C'est donc le plus équilibré et le plus intéressant lorsqu'on va vouloir faire de la route. Il y a cette douceur de l'électrique parce que la réactivité, elle est là. Et après, on a la nervosité. Mais il n'y a pas... On ne peut pas parler vraiment de linéarité. C'est ça qui est intéressant sur les modes de comportement. C'est que il y a de la reprise à tous les étages. Et ça, il y a assez peu de motos à deux qui peuvent se targuer d'avoir autant de répondants lorsqu'on va tourner la poignée. Les réserves, elles sont estimées justement à près de 250 km, mais ça c'est dans un cycle normé, on va dire. Dans la vie normale, on les fera pas forcément, ou alors il faudra vraiment avoir des conditions favorables et un style de conduite qui utilise bien la régénération. Il va falloir mixer les modes. C'est un type de conduite assez particulière, l'électrique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès que l'on utilise le frein, c'est-à-dire dès qu'on actionne le frein, on augmente encore la régénération, on la déclenche. Alors c'est assez paradoxal, mais elle paraît plutôt légère, cette SR, et on l'emmène facilement, on la met sur l'angle rapidement. Elle a un gros freinage, voilà, on sent qu'il y a ce qu'il faut. Elle est supérieure en ça à ce qu'on a sur la DSR. Là, on a quelque chose de bien dimensionné par rapport aux capacités de la moto, qui sont déjà très très élevées, les capacités justement. Le moteur, il est vif, il y a un répondant fou. Si vous n'avez pas énormément de kilomètres à faire, si vous avez vraiment envie d'avoir du plaisir au guidon, ça prend toute sa pertinence. Dès qu'on est à 60 et qu'on tourne, on a des réactions que vous ne retrouverez pas sur une moto thermique vraisemblablement, sauf à avoir une bonne allonge et à vous trouver sur les vitesses inférieures, ce qui est assez difficilement compatible avec la norme A2, qui généralement fait qu'on est 50-60 km/h sur la première vitesse, et que derrière on n'a plus tout à fait la même gouache, alors qu'ici, quel que soit l'endroit où on se trouve sur la plage moteur, on a énormément de réactions et c'est particulièrement agréable.
En ville, la DSR, elle fait sentir son poids. C'est deux écoles complètement différentes. Elles ont strictement rien à voir, ces deux motos. C'est un équivalent Maxi Trail. Et en termes de poids, on pourrait la comparer à des Tiger 1200 et de ressenti également. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais par contre le guidon est vraiment très très large, à peine assez haut. Et il est très éloigné du poste de conduite. Et ça peut perturber. La bulle, elle est entièrement réglable en hauteur, sur une belle amplitude. Alors c'est pas la bulle la plus protectrice, ça reste une bulle un peu sport, mais avec un petit galbe suffisant pour épargner le haut du corps. Moi ce que j'aime c'est ce mécanisme-là, c'est du costaud, c'est du robuste, et ça permet vraiment de gagner une belle hauteur. Alors la DSR, au niveau moteur, elle a quand même cet agrément, elle a un comportement très trail, elle est un plus linéaire que la SR, notamment du fait du poids supplémentaire qu'elle a à mouvoir, mais on conserve un très bon niveau de réactivité et puis des caractéristiques qui sont plus qu'honorables pour une moto en règle générale. Et pour une A2 en particulier. Là, on a un faux réservoir qui est particulièrement large entre les jambes. Ça écarte copieusement les cuisses. On n'a pas grand chose à serrer, mais c'est pas désagréable. Il faut juste se faire à cet écartement. C'est-à-dire que si on a des grandes jambes, c'est plutôt sympa. Si on a des petites jambes, ça va être un petit peu plus gênant. Mais les petites jambes, elles seront aussi pénalisées par la hauteur de selle qui est supérieure. Je pense que jusqu'à 1m70, on est tranquille. En dessous, il faudra juste faire un petit peu attention. Mais sachant que, comme ça fonctionne comme un scooter avec une transmission automatique et qu'il n'y a pas de vitesse, on va pouvoir ne voir qu'à accélérer. Donc même si on mesure moins d'1m70, on a simplement à se décaler sur la selle pour poser le pied que l'on souhaite au sol, et à partir de là, on n'aura qu'à accélérer pour partir. Justement, à propos d'accélération, celles de la DSR, elles sont assez douces, très agréables. Il y a un petit côté élastique malgré tout, mais un élastique qui se tend dans les débuts du compteur. Au milieu à peu près du compteur, c'est vers 60-65 km/h, on commence à avoir de très bonnes reprises. Au-dessus de 80-90, ça pousse encore bien fort, et ça permet d'atteindre près de 150 km/h, vitesse à laquelle le moteur régule et coupe. On sait qu'on ne dépassera pas 150 km/h, c'est largement suffisant pour un A2, et surtout c'est largement suffisant pour les batteries, parce que les batteries, leur capacité elle n'est pas extensible à volonté. On commence à consommer copieusement une fois qu'on dépasse les 80-85 km/h. Quand il va commencer à faire chaud ou que ça va chauffer, c'est pareil. Et quand il va faire froid, on n'en parle pas. 6.0 nous disait qu'on perdait 10 à 15% de batterie quand il fait froid. D'expérience, je peux vous dire que c'est proche de 50% de la batterie qu'on va perdre. D'autant plus si on a la prétention de vouloir rouler vite. Et ça, en hiver, dès qu'il va faire dans les 0 degrés. Alors l'avantage de l'électrique, c'est qu'on a un variateur en guise d'accélérateur, et que ça permet vraiment de moduler les allures. Ça c'est super sympa en ville, parce qu'on a une précision élevée au niveau de la gestion des gaz, et qu'on va par la suite avoir la possibilité de gérer complètement le niveau de performance et d'accélération que l'on souhaite au travers d'une rotation plus ou moins rapide. Ça se fait beaucoup plus facilement qu'avec une moto. Alors on a des petits sifflements quand même, voilà. Si on accélère, on entend quand même la transmission et le moteur. On voit bien que ça marche très fort. Ça monte sans aile particulier. Par rapport à la SR par exemple, bridée également en A2, les accélérations elles sont beaucoup moins impressionnantes. Ça colle davantage à l'image d'un trail et à ce qu'on attend d'un trail routier. C'est plutôt bien vu de la part de Zero, qui n'a pas choisi de faire exactement le même comportement ni exactement la même moto, mais il conserve néanmoins la possibilité d'avoir 5 modes de conduite. À propos du frein, on apprécie les ensembles. Alors c'est Jijuan qui est à la manœuvre pour ce qui est du frein avant et du frein arrière. Par contre l'attaque elle est assez molle, ce qui fait qu'on n'a pas forcément tout de suite le feeling que l'on attendrait lorsque l'on va avoir une conduite sportive, mais la plupart du temps on n'a vraiment pas à se plaindre. À l'arrière, le frein arrière, lui, on sent qu'il a du poids à stopper. L'ensemble, il est assez cohérent, mais il n'est pas sportif pour dessous.
ça va avec la philosophie globale de la moto, qui n'est pas une moto forcément faite pour l'attaque, mais qui est vraiment là, totalement dans l'esprit trail. Après une centaine de kilomètres parcourus au guidon de ces deux modèles, donc on a deux identités vraiment différentes entre celle-ci qui est une petite teigne et celle-là qui va apporter un peu plus de rondeur et de douceur. Comme quoi il est possible avec les moteurs électriques, quels qu'ils soient, mais surtout celui de Zero, d'arriver à moduler littéralement le comportement du moteur pour obtenir le type de moto que l'on souhaite et puis surtout le type de sensations qui vont avec. Le trail, lui, il va avoir des accélérations plus douces, il va avoir également ce côté un petit peu plus lourd, un peu plus posé que peut avoir le SR. Quant à lui, c'est vraiment la petite bombinette qui va se piloter littéralement, parce qu'il faut acquérir vraiment les réflexes pour pouvoir exploiter aussi bien ce modèle-ci que celui-là, parce que ça n'est pas aussi évident qu'une moto thermique. Pour celle-ci, le guidon est plus bas, plus ramassé, plus étroit. Ça va offrir quelque chose de plus sportif, de plus posé sur l'avant. Un avant qui ne dispose pas tout à fait des mêmes réglages, ni de la même fourche que l'on a sur la DSR. Ici, plus gros diamètre, réglage différent. Ici, plus petit diamètre avec une fourche BPF. Un peu ce qu'on va avoir retrouvé sur certaines, mais c'est uniquement réglable. D'un côté, on va avoir la détente et la compression sur chaque fourreau. C'est moins cher. Il faut savoir que Zero, malgré des tarifs affichés quand même relativement élevés, ne cherche pas forcément à blinder de super gros équipements. Il y a une certaine rationalité qui est mise en place, notamment également au niveau du freinage. Et ça, le freinage, c'est le principal écueil que je vais avoir rencontré lors de cet essai. Je trouve qu'il n'est pas à la hauteur des motos, notamment sur la DSR particulièrement. Lorsqu'il va freiner normalement, on va se retrouver avec un arrière qui va bloquer, qui va vous déstabiliser la moto. Lorsque l'on va vouloir essayer de corriger, moi j'ai essayé carrément de désactiver l'ABS. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tout droit direct, parce qu'il n'y a absolument aucune progressivité à l'arrière et que je me suis retrouvé en parfaite glisse dans un virage sans même avoir senti arriver le blocage. Donc un manque de feeling au niveau du retour, ça se corrige d'autant plus que la moto, on peut la réinscrire assez facilement, mais ça fait aussi ressortir le fait que l'ABS ne soit actif sur l'angle que sur la version A. D'une manière générale, elles mettent en confiance ces deux motos, elles ont chacune dans leur style la possibilité de vous emmener vraiment promptement dans les virages et sur les petites routes. Et il faut surtout savoir que ce moteur, il bombarde, quelle que soit sa version, tout simplement parce qu'il ne fait pas les 35 kW, donc les 48 chevaux légaux, mais bien plus. Et ça, c'est à la fois un atout et un petit piège, parce qu'on aura tendance de toute façon à avoir envie d'y aller un peu plus fort, et il faudra commencer à se raisonner, puis arriver à vraiment comprendre comment ça fonctionne. Une fois que c'est fait, on peut vraiment commencer à maîtriser la chose et vraiment commencer à aussi exploiter la régénération. La régénération, c'est important en matière d'électrique et de mobilité électrique, et là sur la Zero, on a quelque chose qui est vraiment bien géré. Maintenant, sur l'une comme sur l'autre, on va avoir le revers de la médaille qui va être un tarif extrêmement élevé, 19 560 € pour celle-ci, contre 18 555 € pour la SR. On a beau être à deux, on a beau avoir envie de puissance, on se retrouve avec un véhicule électrique avec une autonomie qui peut être relativement limitée au regard de ses performances toujours. Si vous restez en ville, ça va vraiment vous plaire et vous allez avoir une autonomie qui va frôler les 250 km. Encore une fois, par des températures relativement élevé, voire très élevé. Et puis l'autre problème, ça va être la recharge. D'origine, on a seulement un chargeur de 3,3 kW qui va permettre de recharger en 4,9 heures, nous dit-on. Donc on va avoir la possibilité d'avoir un chargeur rapide qui se paye pour pouvoir charger 2 fois plus vite environ, obtenir un plein en moins de 2 heures. Moins de 2 heures, c'est bien, mais d'une part, il va falloir se trimballer le chargeur ou alors faire appel à des bornes de recharge qui sont relativement onéreuses. Donc ça, c'est vraiment la limite qui n'est pas liée à Zero à proprement parler, mais ça veut dire que si jamais vous voulez rouler longuement, rouler longtemps, il va falloir investir davantage dans la moto et faire grimper d'autant la note qui est déjà relativement élevée. Donc c'est à vous de faire le bon calcul si vous êtes en permis A2, de savoir si ces motos-là sont intéressantes pour vous, sachant qu'à la revente, a priori, ça se revend plutôt pas mal, ça vieillit plutôt bien. Le produit est vraiment bien fini, c'est agréable. On a un grand coffre ici, là, sur chacune des motos, plus grand sur la DSR. On a fait le tour de ce qu'on a pu faire aujourd'hui en une centaine de kilomètres. J'espère vous retrouver également très prochainement dans de nouveaux essais. N'hésitez pas à vous inscrire afin de continuer à profiter de notre contenu. Je vous invite également à venir lire l'essai de chaque moto sur le repère des motards et on sera toujours ravis de vous accueillir. Vos commentaires sont les bienvenus. À bientôt.